complications liées à l'anesthésie. Alors, pour les complications liées à l'anesthésie, même si on considère que ces anesthésiques locaux sont d'usage relativement sécurisé, au regard du nombre important des injections pratiquées chaque année, les anesthésiques demeurent quand même une substance exogène qui peut engendrer des réactions chez certains patients. Alors, nous avons parlé la dernière fois des complications d'ordre local et les complications d'ordre général. Dans les complications d'ordre local, nous avons vu les complications immédiates et les complications qui peuvent survenir plus tardivement. Nous allons voir aujourd'hui les complications d'ordre général. Est-ce que vous êtes là? Oui. Oui, Madame. Oui, madame. Alors, les complications générales liées à l'anesthésie sont des réactions qui se manifestent par des signes généraux. Par exemple, la semaine dernière, nous avons vu les complications d'ordre local telles que l'escarre, la fracture de l'aiguille. Tout ça se produit localement dans la cavité buccale. Les complications d'ordre général, ce sont des complications qui engendrent des signes généraux. Généralement, leur évolution est bénigne. Parfois, l'évolution peut être plus grave, elle peut même engendrer, elle peut même mettre en jeu le pronostic vital du patient. Alors, elle concerne aussi bien les sujets sains que les sujets présentant une pathologie générale. C'est-à-dire que le patient, il peut ne rien présenter à l'interrogatoire comme antécédent, et là, vous serez quand même surpris de le voir présenter des complications d'ordre général. C'est-à-dire pas forcément d'un patient diabétique ou cardiopathe ou d'un patient connu allergique. Il faut toutefois accorder une attention particulière à certains patients à risque. Alors, nous allons commencer par les malaises. Les malaises sont les manifestations d'ordre général les plus fréquentes chez les patients au cabinet dentaire suite à une infiltration d'anesthésie. Ces malaises surviennent surtout chez les sujets émotifs et anxieux. Ils peuvent être déclenchés dès le début de l'injection ou bien en péropératoire, c'est-à-dire lorsque vous êtes en train de faire votre infiltration. Ils peuvent se présenter selon une grande variété de symptômes. Il peut s'agir de nausées, de vomissements, de perturbations de la fréquence cardiaque et de la pression sanguine. Alors, quels sont les malaises que vous pouvez rencontrer au cabinet dentaire? Le plus fréquent est le malaise vagal. Est-ce que vous êtes là? Oui. oui. Très bien. Alors, le malaise vagal, on l'appelle malaise vagal parce qu'il est lié à une hyperactivité du nerf vague. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une bradycardie associée à une chute de la tension artérielle. Le malaise vagal est généralement un malaise tout à fait banal, d'accord? Généralement, il survient lorsque le patient est anxieux, qu'il est stressé, qu'il n'a pas dormi la veille, d'accord? C'est pour ça que l'approche psychologique est très importante afin de détendre le patient et en cas de nécessité, de donner donc au patient une prémédication sédative. Alors, en fait, le malaise vagal, c'est une impression d'un vide, d'une oppression respiratoire, d'apparition. Le patient peut vous dire, je vois comme des étoiles, je vois des images, il ressent des fourmillements au niveau des membres, il a sommeil, il va commencer à bâiller, d'accord? Mais tous ces symptômes sont tout à fait banals. La syncope, quant à elle, correspond à un malaise avec une perte de connaissance. C'est-à-dire que le malaise vagal, s'il se prolonge, il peut évoluer vers une syncope et là, le patient perd connaissance. Dans le malaise vagal simple, le patient reste relativement conscient. Généralement, le malaise vagal est dû à une douleur excessive. Alors, on a donc un patient qui est anxieux, qui a peur. Cliniquement, les prodromes sont, c'est-à-dire les premiers signes sont des acouphènes, une perte ou une diminution de la vision. Donc, le patient vous dira « je vois flou », « je me sens pas bien », des palpitations.
sur le plan clinique, vous allez constater une pâleur. Le patient a mal au ventre, il a mal à la tête. On peut aussi avoir une sécheresse de la cavité buccale. Le patient va d'ailleurs réclamer un verre d'eau. Il va vous dire « j'ai la bouche qui est sèche », ainsi que des bouffées de chaleur. En général, le malaise vagal ou l'hypothymie, donc on appelle malaise vagal ou l'hypothymie, d'accord? Généralement, c'est un malaise qui est très banal. Dès que le patient, vous lui donnez un verre d'eau, vous allez stimuler les muqueuses, la muqueuse narinaire par de l'éther ou de l'alcool à défaut, le patient va tout de suite récupérer. En fait, il faut aller plutôt dans la prévention dans ce genre de situation, par une prémédication anxiolytique. Alors, par une prémédication anxiolytique, que le patient pourra prendre la veille et même le jour même, 1 heure avant. Il faut limiter l'attente du patient dans la salle d'attente parce que votre patient, plus il attendra, plus son angoisse va augmenter et plus il sera sujet à ce genre de manifestation. Le local doit être bien aéré et il faut faire une anesthésie efficace pour assurer un acte indolore parce que la douleur peut être un facteur déclenchant. Le deuxième malaise, c'est le malaise hypoglycémique. Alors, le malaise hypoglycémique survient généralement chez le patient diabétique, notamment le patient diabétique sous insuline. D'accord? C'est-à-dire que le but de l'insuline, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang chez le diabétique, mais parfois, cette diminution du taux de sang dans le sucre peut être excessive et causer un malaise. La manifestation la plus courante du malaise hypoglycémique, ce sont en train de travailler. Dès que vous voyez le patient transpire, vous voyez des gouttelettes de sueur sur le front, là, et vous soupçonnez un malaise hypoglycémique. Le patient est pâle, il y a une anxiété, un état de nervosité, trouble de la vision, une sensation de faim, perte de connaissance et on peut même avoir une convulsion. La fréquence, comme elle peut être accélérée, la pression artérielle est généralement normale. Et soins. Retirez tous les corps étrangers dans la bouche. Coton, compresse, instruments. Parce que le patient, pendant le malaise, si vous laissez par exemple une compresse dans la bouche, il peut l'inhaler et s'asphyxier. D'accord? On fait un dosage de la glycémie capillaire. Les valeurs, normalement, elles devraient être entre 1 et 1,5. Arrêtez votre micro. Cela veut dire qu'il est en hypoglycémie. Si le patient est conscient, il suffit de resucrer le malade par voie orale, c'est-à-dire mettre simplement 4 à 5 morceaux de sucre dans un verre d'eau et lui faire avaler ou bien lui proposer une boisson sucrée. C'est ce qu'on appelle le resucrage. En cas de perte de conscience, là, il faut mettre le patient en position latérale sécurité. Alors, la position latérale sécurité, elle est très importante, mais on va en parler dans un prochain TD qui est appelé la réanimation au fauteuil dentaire. D'accord? Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler de réanimation. Je vais vous décrire les différents malaises qu'on peut avoir. Et vous appelez le SAMU, donc les urgences, et là, on peut aussi mettre une injection d'1 milligramme de glucagon par voie sous-cutanée
ou intramusculaire. Le glucagon, c'est en fait l'antidote de l'insuline. L'insuline, son but, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Le glucagon, au contraire, quand mon patient est en hypoglycémie et que j'injecte du glucagon, ça va faire remonter sa glycémie. Donc, retenez que le malaise hypoglycémique survient surtout chez le patient diabétique sous insuline. Et quel est le symptôme prédominant? Les sueurs. Les sueurs. Très bien. Les sueurs et l'envie de vomir. C'est caractéristique du malaise hypoglycémique. Alors, comment éviter ce malaise hypoglycémique à votre avis? Demander au patient de faire un dosage de sa glycémie avant de venir. Non, le problème c'est que la glycémie, elle peut être normale juste avant l'acte. Mais parfois, avec la douleur et tout, en fait, l'hypoglycémie, elle peut survenir juste au moment de l'acte ou au moment de l'infiltration. Alors, on évite le malaise hypoglycémique chez le patient sous insuline en évitant de le prendre juste après l'injection de son insuline. Vous savez pourquoi? Parce que le but de l'insuline, c'est de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Le problème, c'est que quand vous prenez le patient en charge au cours du pic d'action d'insuline, là, il va être en hypoglycémie. Donc, évitez de prendre le patient dans la demi-heure ou l'heure qui suit l'injection d'insuline. Donc, retardez un peu, d'accord? Autre chose, ne jamais prendre en charge un patient diabétique à jeun. Sous insuline. Si votre patient vient, il est équilibré, mais à prendre d'abord, vous lui dites d'aller prendre une collation et revenir. Ne jamais prendre un patient diabétique à jeun. D'accord? Oui. C'est comme vous allez éviter le malaise hypoglycémique. Parce que le malaise hypoglycémique, en général, dès qu'on procède au resucrage, tout va bien. Mais le patient peut faire un coma hypoglycémique et là, le pronostic vital peut être mis en jeu. Le patient peut décéder d'un coma hypoglycémique. D'accord? Alors, l'hypotension orthostatique. Alors, on laisse les questions à la fin, s'il vous plaît. D'accord? D'accord. Alors, l'hypotension orthostatique, c'est quoi? En fait, ça a dû tous vous arriver. L'hypotension orthostatique, c'est une sensation de vertige. Elle survient au moment du passage de la position allongée à la position debout. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous êtes allongé et vous vous levez brusquement, là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le vertige et vous avez l'impression de tomber. D'accord? Chez le patient sous traitement hypotenseur, il faut être particulièrement vigilant avec ces patients et prévoir un redressement progressif. C'est-à-dire que si mon patient était, par exemple, avec le fauteuil presque allongé, en décubitus dorsal, avant qu'il se lève, vous redressez d'abord le dos, ensuite vous lui demandez de rester assis. Ensuite, il va se lever, c'est-à-dire qu'il va passer de la position d'allongé à la position debout progressivement, en 2 temps, au lieu que ce soit fait en un seul temps. Je vous écoute. Ensuite, on continue. Oui? Madame, pour le malaise vagal, on peut prendre en charge le patient sans aucun problème. Zama, tu es en train de travailler et ton patient, il fait un malaise vagal. C'est ça ta question? Oui, madame. Oui. Alors, ce que tu fais, tu dois tout de suite arrêter les soins, vider la cavité buccale, tu enlèves ciliane, coton, compresse. C'est ça le urgent à faire. Ensuite, le patient sera mis en décubitus dorsal, c'est-à-dire que, en fait, le malaise vagal est dû à un défaut d'oxygénation cérébrale. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas allonger le patient en décubitus dorsal, il va y avoir une meilleure irrigation cérébrale, un verre d'eau et surtout, il faut humidifier
humidifier les muqueuses narinaires avec une compresse imbibée d'alcool. La stimulation de la muqueuse narinaire va permettre au patient une amélioration de son malaise. Après, ça dépend. Il y a des patients qui, au bout de 2 minutes, vous disent « c'est bon, tout se passe très bien, il va mieux ». Là, vous continuez votre travail normalement. Par contre, si le patient est très anxieux, qu'il se sent mal, vous pouvez tout simplement reporter l'acte et le reprendre dans de meilleures conditions en prémédiquant votre patient, bien entendu, avec un anxiolytique. D'accord? Merci, madame. Je vous en prie. Alors, la crise convulsive. Alors, la crise convulsive commence par un syndrome prémonitoire qui apparaît brutalement au moment de l'injection. La crise convulsive fait suite à la première phase. Le malade perd connaissance, le corps devient raide, la tête se renverse en arrière, les yeux se révulsent. Vous savez c'est quoi une révulsion des globes oculaires? L'impression que le patient regarde vers le haut. Il a les yeux qui sont retournés vers le haut. Ça, c'est la révulsion des globes oculaires qui dit que le patient est en train de faire une crise convulsive. D'accord? Les mâchoires se serrent et qu'est-ce qui va s'en suivre? Il va s'en suivre un tremblement des extrémités. Un tremblement tellement important que vous ne pouvez pas immobiliser le patient. Cette crise est généralement brève et si elle persiste, on peut avoir des complications et avec un risque de collapsus cardiovasculaire. Donc, ce que vous allez faire, si votre patient fait une crise convulsive, c'est tout simplement de vous mettre contre le patient. Le problème qui se pose quand votre patient fait une crise convulsive, c'est qu'il tremble de partout. Parfois, on a vu des patients qui font des crises convulsives qui carrément se détachent du fauteuil. Ils se soulèvent et ils se remettent sur le fauteuil tellement la crise était importante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser la crise passer et se mettre contre le fauteuil pour éviter la chute du patient qui risque d'engendrer des fractures ou un traumatisme crânien. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui cause cette crise? Oui. Qu'est-ce qui peut causer cette crise? La crise convulsive. Alors, la crise convulsive, en général, elle survient chez les patients épileptiques. Pourquoi spécialement juste après l'injection? Et parfois, l'injection peut déclencher une… En fait, la crise convulsive, c'est quoi? C'est une excitation de plusieurs neurones en même temps. D'accord? C'est une surexcitation au niveau du cerveau de plusieurs neurones, d'une quantité très importante de neurones en même temps. Cette hyperexcitation va provoquer des tremblements ou des extrémités appelées crise convulsive. Généralement, pardon, elle survient chez l'épileptique. Alors, chez l'épileptique, il suffit à l'interrogatoire de poser la question en disant « Est-ce que vous avez pris votre traitement convenablement? Est-ce que les crises sont rapprochées ?» Et en général, les épileptiques, ils sont bien suivis. Mais parfois, cette crise convulsive, elle peut survenir même chez un sujet en bonne santé. D'accord? Par exemple, à l'occasion d'une douleur très importante. D'accord. Est-ce que c'est par l'injection en elle-même ou par le produit anesthésique? Non, pas du tout. Ce n'est pas le produit anesthésique en lui-même qui provoque, c'est pas le produit qui provoque la crise convulsive. C'est l'injection, c'est la douleur, c'est le contexte. D'accord? D'accord. Merci. Il ne faut pas, attendez, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, il ne faut pas que vous pensiez que la xylocaïne en elle-même, qui est le produit anesthésique, c'est elle qui donne la crise convulsive. C'est comme tu fais une anesthésie, tu peux faire par exemple une injection intramusculaire qui peut donner aussi une crise convulsive dans les mêmes circonstances. D'accord? D'accord. Voilà. Les accidents neurologiques de surdosage. Alors, qui dit surdosage? Qu'est-ce que ça veut dire surdosage? Une dose toxique pour le malade. Voilà, c'est la dose normale. Voilà, c'est une dose qui dépasse la limite.
qui est… Pardon. Mon écran? Alors, Oui. il s'agit de l'administration d'une quantité trop importante d'une molécule d'analgésie locale, entraînant une réaction d'overdose par une dose administrée totale qui est trop importante, c'est-à-dire supérieure à 7 mg par kilo, qui est la dose maximale. On va dire en carpule, c'est plus de 12 carpules à 2% ou 8 carpules à 3%. D'accord, d'anesthésie. Mais là, franchement, arriver à faire 8 carpules ou 12 carpules d'anesthésie, là, vous êtes sûrement en surdosage. D'accord? C'est ça qui va donner les accidents neurologiques de surdosage. Il peut aussi s'agir, donc retenez s'il vous plaît, l'overdose, c'est une dose supérieure à 12 carpules lorsque le produit est dosé à 2% et de 8 carpules lorsqu'il est dosé à 3%. Alors, il peut aussi s'agir de la réinjection, c'est-à-dire que je fais mon injection localement, mais elle a tout de suite diffusé dans la circulation. S'il s'agit d'une administration intravasculaire accidentelle, comment on peut éviter cette administration intravasculaire? En aspirant. Très bien, on aspire. S'il vous plaît, arrêtez votre micro. هذيك لا مالاد اللي هيك هي عندها فخاكسي لا ماشي فخاكسي عندها لوفينوكس هي عندها Éteignez s'il vous plaît عندها votre micro. Alors, une administration intravasculaire accidentelle, une insuffisance hépatique. Alors, pourquoi l'insuffisance hépatique à votre avis? Ou une insuffisance rénale peut-elle causer un accident de surdosage? Par rapport à l'élimination de l'anesthésie. L'organisme ne se produit pas correctement. Donc, au lieu que mon produit anesthésique soit éliminé, il reste plutôt facile à poser. De regarder dans votre plateau et de compter le nombre de carpules vides. D'ailleurs, il est recommandé lorsque vous travaillez de ne pas jeter les carpules. Oui. La vidéo, c'est court. Oui, je suis en train de reprendre. Et elle s'est coupée là, à ce moment-là. Eh, l'accident de surdosage. Voilà. Oui. Alors, je vous disais, il est recommandé lorsque vous travaillez, vous avez alors que si vous bien sûr, même si tu injectes dans des points différents, le but c'est quoi? Enfin, le concept c'est quoi? Accident de surdosage. Le problème, c'est que le produit va passer dans la circulation sanguine. Donc, même si tu injectes ailleurs, oui, le produit va se retrouver dans la circulation. D'accord. D'accord? Merci. Oui. Je vous en prie. Alors, je disais, au début, le malade est pris d'un malaise général avec une sensation d'angoisse, de céphalée, de nausée, puis le pouls est accéléré avec des mouvements incontrôlables et anormaux des extrémités. L'évolution défavorable peut se faire vers la crise convulsive avec perte de connaissance. Mais en général, le diagnostic est facile à poser sur le nombre de carpules que vous avez utilisés.
La crise de tétanie, ou ce qu'on appelle aussi la spasmophilie. En fait, ça ressemble un peu à la crise convulsive, mais vous la crise convulsive. Donc, c'est un contre les autres. Madame, Les actes. Oui, s'il vous plaît, oui. qu'est-ce qu'on doit faire si on a un accident de surdosage? Oui. Je vous écoute. Je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Vous Madame, m'entendez? qu'est-ce Alors, qu'on doit en faire cas si on a un accident de s'il y a un surdosage? accident de surdosage, en fait, c'est comme un peu une crise convulsive. Donc, vous attendez que la crise passe. D'accord? Vous mettez, on va faire le TD sur la réanimation au cabinet dentaire. Donc, vous mettez le patient en position latérale de sécurité, vous aérez bien votre cabinet, d'accord? Et vous attendez que la crise passe. D'accord, merci. Et encore une fois, quand il y a ces problèmes de tremblement, de crise convulsive, il faut toujours faire attention que le patient ne tombe pas du fauteuil. Donc, en général, quand vous faites votre anesthésie, veillez à rester juste à côté du patient. Ne vous déplacez pas. Parce que Madame, s'il vous plaît. Parce que pendant sa crise, le patient peut tomber du fauteuil. Est-ce que vous m'écoutez? Pas des convulsions, plutôt des crises de tétanie. Les crises de tétanie ou la spasmophilie, ce n'est pas tout à fait des crises convulsives. C'est un tremblement, mais qui n'est pas très important. Vous avez vu parfois quand vous avez très froid et que vous tremblez de froid et que vous claquez des dents, c'est cette impression. D'accord? Ça ressemble un peu à ça, la crise de tétanie. Alors, les accidents dus au vasoconstricteur. Alors, là, il faut connaître les différentes contre-indications liées au vasoconstricteur, qui sont liées donc à une utilisation de ce produit qui est rationnel chez les malades présentant certaines pathologies générales non stabilisées, telles que l'hypertension artérielle instable, l'insuffisance cardiaque mal contrôlée, les troubles du rythme cardiaque et l'hyperthyroïdie. Donc, chez ces patients, il faut éviter le vasoconstricteur. Les accidents liés au vasoconstricteur peuvent aussi être dus à une injection intravasculaire. C'est pour ça qu'on fait la tronculaire sans adrénaline. Il faut donc respecter les contre-indications des vasoconstricteurs. Les accidents attendés. Oui, madame. Oui, Alors, madame. les accidents à l'année sont très très rares, qui sont notamment avec le groupe amide. La réaction à les autres malaises. Et dès le début, lactique, c'est ce qu'il y a de plus grave. Les manifestations cutanées. Alors, les accidents allergiques est exceptionnel.
Il peut s'agir de manifestations cutanées, il peut Quoi le choc, madame? mais on y arrive. Donc, on va les reprendre un par un. Les manifestations cutanées. Alors, il peut s'agir, regardez, est-ce que vous voyez ma flèche? Oui. Oui. Regardez, ça, c'est ce qu'on appelle les manifestations cutanées. C'est que vous infiltrez et le patient commence à avoir des taches apparaître sur le corps. En général, ce sont des lésions tout de suite dilatées quand vous prenez en charge un patient asthmatique. D'accord? Après, si le patient, en général, c'est des petites crises passagères. Donc, dès que le patient met sa ventoline, ça va mieux. Mais en cas de détresse respiratoire, il faut orienter le patient dans un service spécialisé aux urgences. Je vais vous poser une question. À votre avis, est-ce que le vasoconstricteur est contre-indiqué chez le patient asthmatique? Non, Pourquoi? parce que le vasoconstricteur, il cause une bronchodilatation. Alors, il favorise une bonne respiration. Très bien. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, bien sûr. Si les vaisseaux sont dilatés, il y aura enflement des muqueuses peut-être. Donc, le vasoconstricteur, son action est contraire. Elle est vasodilatatrice. Elle est bronchodilatatrice. D'accord? Alors, le vasoconstricteur, non seulement il n'est pas contre-indiqué chez le patient asthmatique, au contraire, l'adrénaline va l'aider à mieux respirer. D'ailleurs, s'il vous plaît, arrêtez vos micros. D'ailleurs, dans certains allergiques, aux urgences, ils donnent même de l'adrénaline, d'accord? Ils mettent une voie d'abord pour mettre de l'adrénaline qui va donc contrecarrer cette réaction allergique. Alors, le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, c'est le top des manifestations allergiques au cabinet dentaire. Du choc anaphylactique, c'est ce qu'on appelle la sensation de mort imminente. Vous voyez votre patient, il peut partir comme ça sous vos yeux, d'accord? C'est la réaction la plus grave, car elle évolue rapidement vers les collapsus cardiovasculaires. Donc, en quelques secondes à quelques minutes après l'injection. Il est heureusement d'ailleurs devenu exceptionnel avec les anesthésiques locaux actuels qui sont à fonction amide ou ester? Amide. Amide. Les plus allergisants, ce sont les produits à fonction ester, d'accord? Donc, le choc anaphylactique, il est exceptionnel. Les circonstances d'apparition, il commence par un prurite palmaire très évocateur. En fait, dès que vous allez commencer à injecter le patient, si vous le voyez se gratter la paume des mains, palmaire, ça veut dire paume des mains, d'accord? Ça veut dire qu'il annonce éventuellement une réaction allergique. Un fourmillement lingual et un rash érythémateux. Puis, le malade est saisi d'un malaise généralisé et de frissons avec sensation de mort imminente. Le patient est pâle, se couvre de sueur et perd connaissance. Ses extrémités deviennent grisâtres. Là, il faut très rapidement intervenir. C'est de la réanimation.
il faut tout de suite injecter des corticoïdes à action rapide et de l'adrénaline. Donc, nous allons parler de ces moyens de réanimation justement au cabinet dentaire lors d'un prochain TD. Alors, lors du choc anaphylactique, la respiration devient rapide. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, la respiration devient rapide. On a une tachycardie extrême, le pouls est imperceptible, la tension artérielle est effondrée et on a un bronchospasme et un œdème qui vont évoluer vers l'arrêt cardiaque. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir au cabinet tous les produits il faut connaître les gestes de réanimation. Madame, c'est ici qu'on doit lui ouvrir la trachée. Pardon? C'est ici qu'on doit lui ouvrir la trachée. Dès qu'il présente une trachéotomie. Non, en général, ils mettent des corticoïdes à action rapide et l'adrénaline. Dans les cas extrêmes, vraiment extrêmes, ils peuvent procéder à la trachéotomie, mais en général, si le patient bénéficie de trachéotomie et de corticoïdes à action rapide et d'adrénaline, très rapidement, il peut récupérer. La trachéotomie, c'est vraiment la situation extrême. Alors, chez les cardiopathes, il faut tenir compte donc d'un cas particulier qui est la prise en charge des patients cardiopathes. Pardon, 2 secondes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, très bien. Donc, chez les patients cardiopathes, l'adrénaline n'est pas contre-indiquée chez tous les patients cardiopathes. Parce que pour beaucoup de médecins dentistes, il est cardiopathe, pas d'adrénaline. Non. Il faut juste prendre contact avec le médecin traitant pour voir si votre patient fait partie de la catégorie de patients chez qui l'adrénaline est contre-indiquée, c'est-à-dire les hypertendus non stabilisés, les insuffisants cardiaques, les troubles du rythme cardiaque non stabilisés. Mais sinon, si votre patient, par exemple, présente une cardiopathie qui n'est pas à risque syncopal, vous pouvez utiliser l'adrénaline. D'accord? Mais toujours avec prudence et avis du cardiologue traitant pour faire ressortir donc le type de cardiopathie. En dehors d'une contre-indication, ne pas utiliser l'adrénaline, c'est se priver d'une anesthésie de bonne qualité tout en diminuant le stress et le saignement. Parce qu'au contraire, quand vous faites une anesthésie adrénalinée, vous obtenez une bonne anesthésie et votre patient sera plus serein et vous aussi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Oui. Alors, c'était clair? Oui. Très bien. Alors, la semaine prochaine, Inch'Allah, ça sera les vacances, donc on ne fera pas de TD. On fera un TD à la rentrée. Je vous enverrai l'invitation. Ça sera soit un dimanche matin, soit un mardi après-midi. Après-midi. Vous n'aurez, en principe, la semaine du 21, c'est une semaine où vous êtes libre.